Bien, je vais donc maintenant vous présenter la division du temps et les instruments astronomiques qui sont liés à la division du temps dans le monde chinois. J'entends par monde chinois une aire géographique qui s'étend beaucoup plus loin que la Chine elle-même. Ça recouvre bien entendu aussi la Corée, le Vietnam, le Japon, qui sont des pays qui sont fortement influencés par la civilisation chinoise. Pour commencer, vous avez ici la traduction en espagnol d'un célèbre poème français, qui est un poème de Charles Baudelaire, et qui nous dit combien les harmonies qui existent dans le monde sont des harmonies qui ont impressionné toutes les civilisations, et en particulier la civilisation chinoise, et bien entendu toutes les civilisations aussi du bassin méditerranéen. Quelles sont ces harmonies? Eh bien, lorsqu'on observe le ciel, toutes les civilisations ont observé un certain nombre de cycles qui sont des cycles liés au déplacement des astres dans le ciel. Alors, en particulier, évidemment, le cycle solaire de base, le cycle du jour et de la nuit que tout le monde observe, le cycle annuel, très sensible, puisque c'est un cycle qui est lié au déroulement des saisons, et des cycles qui sont un peu plus difficiles à voir, qui sont des cycles qui sont un peu plus difficiles à voir, puisque ce sont les cycles de la Lune qui donnent le mois, et les Chinois ont aussi constaté qu'il y avait des cycles très importants qui sont les cycles de Jupiter, 12 ans, et le cycle de Saturne sur 28 ans. Les Chinois avaient développé eux aussi des systèmes cycliques et numériques très avancés et assez différents des nôtres sur certains aspects. D'une part, des cycles qui sont liés aux puissances de 2, le cycle décimal, tout comme nous, puisque nous comptons avec la base 10, et, comme beaucoup d'autres pays, le cycle à base 12, qui est le cycle que nous utilisons encore pour un certain nombre d'objets. Vous savez que le cycle à base 12 a été en conflit avec le cycle à base 10 pendant longtemps, et le cycle à base 12 et à base 60 a été utilisé en Mésopotamie. Pour ce qui est du cycle binaire, les Chinois utilisent beaucoup les symétries. Vous avez entendu parler, bien entendu, du yin, du yang, ça fait partie de la philosophie chinoise, et ils utilisent beaucoup les symétries en deux, avec nord, sud, est, ouest, et ce sont des cycles qui permettent d'introduire d'autres nombres, puisque en Chine classique, on considère qu'il y a 5 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Pour ce qui est du cycle à base 10, il a été utilisé en Chine de façon extrêmement créatrice, puisque les caractères utilisés en chinois permettent d'exprimer, comme nous, centaines, milliers, et là on change, on va exprimer les dizaines de milliers et 10 000 fois 10 000 par un seul caractère. Ce système permettait d'exprimer des nombres extrêmement grands, vous en avez un ici, avec un nombre de caractères relativement faible, et c'est un des systèmes les plus compacts au monde. Et les Chinois ont eu une mathématique très très avancée en ce qui concerne l'étude des nombres, la théorie des nombres. Il existe des théorèmes chinois liés au nombre premier. Alors, cette série décimale a donné lieu à une utilisation de 10 caractères de suite qui vont être utilisés un peu comme nous, lorsque par exemple nous identifions des chapitres ou des
des ouvrages par petit 1, grand 1, grand A, petit b. C'est ce genre de division qui est utilisé là avec des caractères chinois spécifiques qui sont liés, et là ce sont des théories philosophiques qui sont liées à un certain nombre d'éléments. Le cycle à base 12, lui aussi, va donner lieu à un certain nombre de cycles, et là il est lié à des directions sur la boussole et la rose des vents. Vous voyez qu'il est lié par les degrés aux directions et il est lié au mois lunaire. Évidemment, ils ont remarqué qu'il y a 12 cycles lunaires, c'est-à-dire 12 mois dans un cycle annuel solaire. Il y a 12 cycles solaires, c'est-à-dire 12 ans dans un cycle jovien, lié à Jupiter. Et il y a 28 cycles, lunaires, il y a 28 cycles solaires quotidiens dans un cycle lunaire, c'est-à-dire qu'on retrouve le nombre 28 aussi dans le cycle de Saturne. Alors, cette apparition constante des nombres 28 et 12, pour toute personne qui réfléchit un petit peu à la nature du monde, eh bien, on se dit que ce n'est pas un hasard. Il y a donc une harmonie dans le monde, et les Chinois vont bâtir tout un système de mesure du temps qui va être lié aux observations astronomiques. Un peu comme nous, mais comme c'est une civilisation très spécifique, un peu éloignée, il va y avoir des différences. L'instrument de base qui va servir à faire les mesures, c'est le gnomon. Alors, vous savez ce que c'est? C'est un instrument archaïque, hein, c'est un piquet, dans le sol, hein, c'est un peu la base du cadran solaire. Et pour mesurer les angles, on va utiliser les sphères armillaires, qui sont des instruments connus depuis l'Antiquité chez nous et aussi en Chine. Le gnomon était un instrument qui était sans doute un instrument sacré dans un certain sens, puisqu'on a retrouvé les ancêtres de gnomon en matériaux précieux, hein, en jade, en pierre taillée, et des ancêtres aussi du plateau que l'on mettait à la base de ce gnomon. Le premier but de cet instrument est de définir très précisément le cycle annuel et en particulier ce qui va servir de base à l'élaboration du calendrier chinois de la mesure du temps. On va déterminer ce qu'on appelle l'année solaire, et l'année solaire en Chine va s'étendre d'un solstice d'hiver à l'autre solstice d'hiver. Et le but de ces instruments va être, en mesurant la hauteur du Soleil, de déterminer de façon extrêmement précise le moment du solstice d'hiver. C'est-à-dire le moment où la journée est la plus courte. Voilà une gravure du XIXe siècle qui représente, une gravure historique, qui représente la façon dont on imaginait que dans l'Antiquité, on mesurait le solstice. Alors vous voyez ici le gnomon, et puis l'ombre va être ici, sur cette réglette, et on va essayer d'identifier le moment très précis où l'ombre est la plus courte, où l'ombre est la plus longue pour le solstice d'hiver et la plus courte pour le solstice d'été. Les calendriers sont une institution très très importante en Chine, et chaque empereur cherchait à assurer que tout l'Empire vivait selon le calendrier le plus exact astronomiquement, le plus exact possible. Vous savez qu'on appelle l'empereur le fils du ciel. En quelque sorte, l'empereur était le garant de l'accord entre l'organisation de l'Empire et les phénomènes célestes.
Il ne faut pas oublier que la Chine était essentiellement, et toujours en grande partie, un pays agricole, et que ce sont les phénomènes célestes qui vont être les maîtres du destin de toute l'activité agricole. Il est donc essentiel qu'il y ait un calendrier absolument exact et chaque empereur va essayer d'instaurer le calendrier le plus précis possible. Et on va avoir une succession de calendriers qui vont se succéder tout au cours de l'histoire. Ici, on a le gigantesque gnomon qui a été utilisé durant la dynastie mongole, ce qu'on appelle la dynastie des Yuan, par un astronome qui s'appelait Guo Shuying. Et ce gnomon, vous voyez, alors il est extrêmement haut. Le bâtiment a été restauré, bien entendu, il date du XIIIe siècle. Il y avait en haut une barre. La barre qui est installée ici est récente, elle a été réinstallée. Le pauvre gnomon était tombé un peu en ruine. Et l'ombre de la barre était donc projetée sur la gigantesque règle en pierre qui fait à peu près 30 mètres de long. Voilà un plan en hauteur. Alors on est orienté très précisément bien sûr vers le nord. La Chine est dans l'hémisphère nord, donc le soleil va être du côté sud, et donc l'ombre de la barre qui est ici, il faut le comme ceci, ça va se projeter sur cette règle. Et pour vous donner une idée de la précision, vous avez ici la durée de l'année tropique mesurée par Guo Shuying, et vous voyez qu'il est arrivé à une exactitude très grande par rapport aux mesures qui sont faites actuellement. Alors comment est-ce qu'on faisait avec des moyens aussi simples pour avoir une exactitude aussi grande? Eh bien, il y avait des archives qui gardaient la trace de toutes les observations passées, ce qui permettait de recaler exactement le solstice, puisque le solstice d'hiver, il ne va pas tomber forcément en un moment déterminé du jour. Ça peut varier selon les années. Il faut le déterminer à la minute, peut-être à la seconde près. Voilà une autre vue de ce calendrier, voilà là-bas. Et on voit la règle ici. La règle était sculptée, elle était en pierre, et il y avait une rigole que l'on remplissait d'eau pour s'assurer de l'horizontalité parfaite. Et en plus, on a la description du dispositif qui était utilisé par Guo Shuying pour déterminer l'endroit exact, parce que la barre est très loin de la règle. Alors, vous vous doutez bien que l'ombre va être un petit peu floue. Alors, pour déterminer l'endroit exact où est l'ombre, on utilisait un petit appareil avec une plaque percée d'un petit trou. C'est ce qu'on appelle le principe du sténopée, de la chambre noire. Et la barre donnait une petite image. Alors, j'ai voulu vérifier si ça fonctionnait, et j'ai construit une petite maquette de cet appareil qui se trouve d'ailleurs sur une table là-bas, et c'est effectivement surprenant. On va très bien apparaître la petite image noire de la règle, et ça permet de positionner ce chariot à quelques millimètres près sur une règle de 30 mètres de long. On a donc une mesure de long extrêmement précise. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors j'ai mesuré, j'ai photographié l'image de la barre. En fait, l'image ronde du soleil se divise en deux tâches, vous voyez, c'est à 3 mm de long, et on arrive comme ceci. Il suffit de centrer l'image de la barre de façon à avoir les deux images centrales, ça se repère très bien, et à ce moment-là, vous avez votre position ronde à quelques millimètres près. Et puis, une fois que l'on avait déterminé
la position précise du solstice, on divisait cet intervalle de temps en 12 périodes rigoureusement égales, et vous voyez que les noms qui étaient donnés à ces périodes, eh bien, étaient des noms liés à l'activité agricole. Le calendrier était un indicateur de la population et phénomène en cause dans l'activité de l'agriculture. Voilà les autres. On a 24 périodes qui sont toujours utilisées en ce moment. On le retrouve toujours sur les calendriers en Chine. Et les gens continuent à raisonner avec ces noms-là. Ça peut être l'occasion pour certains d'un certain nombre de faits. Le cycle du jour, qui est le cycle le plus évident, qui est le cycle solaire le plus évident, était bien sûr utilisé aussi dans le gnomon, et il était utilisé dans ce qu'on appelle le cadran solaire, qui existait aussi en Chine. Et on a la trace des manuels chinois qui sont des manuels mnémoniques qui remontent sans doute à 1000 ans avant Jésus-Christ. On sait que donc cette dynastie du Zhou, il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, qui avait déjà par les textes qui ont été recopiés de génération en génération, qui avaient déjà des théories mathématiques et astronomiques très, très élaborées. Et évidemment, ça donne un peu le vertige. Cette durée de la civilisation chinoise donne le vertige, parce que finalement, ce texte-là et cette tradition économique remonte tellement dans le passé qu'il y a autant de temps entre cette tradition et le texte de Ptolémée qu'entre le texte de Ptolémée et notre propre révolution astronomique. Et comme les Chinois recopient tout, on a des archives, malgré les destructions dues aux désastres naturels, aux désastres humains, c'est une des civilisations qui laisse les archives les plus anciennes sur l'activité astronomique. Voilà un cadran solaire, voilà le plateau d'un cadran solaire qui a environ, on suppose, 2000 à 2500 ans. Il y en a deux exemplaires. Il y a un exemplaire au musée d'histoire de Pékin et un exemplaire au musée de Toronto. Il est intéressant parce qu'on voit que la journée était divisée en 100 parties égales. Que l'on appelle que ça correspondait presque au quart d'heure. Nous avons une division en 96 quarts d'heure. Eux avaient une division en 100, alors c'est pas un quart d'heure, en 100 heures. Et le même mot est utilisé encore maintenant pour dire un quart d'heure. Et voilà les cadrans solaires, qui sont les cadrans solaires, je dirais, standards, qui étaient fabriqués en Chine. C'est ce qu'on appelle des cadrans équatoriaux, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers l'équateur céleste, ils sont exactement dans le plan de l'équateur céleste. Et puis, vous avez donc une tige métallique ici, et en dessous, vous en avez un autre. Et lorsqu'on est en été, le soleil va donc être plus haut que l'équateur. Ici, il va la longe, on peut voir que cette photo est ici, en été. Et lorsqu'on est en hiver, le soleil se trouve en dessous de l'équateur. C'est l'écliptique sur lequel il se trouve en dessous de l'équateur céleste, et lui, là, en dessous. Évidemment, au moment de l'équinoxe, le cadran est un peu moins précis. Il y a une période précise où il est juste sur l'équateur. Et voilà un autre exemple. Ce qui est curieux, c'est que s'il y en a qui arrivent à voir ici, vous voyez ici, c'est écrit en chinois, et ici, ça n'est pas écrit en chinois. C'est écrit dans une langue qui utilise
l'alphabet mongol, mais qui n'est pas le mongol, c'est écrit en manchou. Les Mandchous ont conquis la Chine vers l'an 1640 et ont cherché à imposer leur langue à la cour sans succès, parce qu'ils ont été mangés par leur propre conquête. Voilà. Voilà. Et ils ont été mangés par leur propre conquête, ils n'étaient pas extrêmement nombreux. Ils ont réussi par astuce politique et militaire à s'installer dans le palais de l'empereur, mais il est évident que c'est eux qui sont devenus chinois. Alors ils ont essayé de défendre leur langue, donc ils faisaient des objets avec l'alphabet mandchou, vous voyez ici, et puis ils utilisaient concurremment, bien entendu, les deux langues, mais leurs enfants ont oublié le mandchou et sont devenus des Chinois. Voilà, le cadran ici était entièrement en langue mandchoue. Tous ces cadrans se trouvent à ce qu'on appelle une cité interdite, qui est le palais impérial chinois, à Pékin. Guo Shujing, dont nous avons déjà parlé, avait réalisé aussi un cadran beaucoup plus élaboré, avec un nom incliné. Et on va avoir une situation un peu illogique dans la division du jour, parce qu'ils vont hésiter entre le système à base 12 et le système à base 10. C'est-à-dire qu'ils vont conserver le système à base 10 pour diviser la journée en 100 périodes égales, qu'on appelle des codes, mais par contre, ils vont utiliser le système à base 12 pour diviser en ce qui est l'équivalent de nos heures, à peu près. C'est-à-dire que chacun, d'ailleurs, des divisions en 12 était divisé en 2, ce qui fait que ça revient à peu près à la division de la journée en heures, à peu près comme nous. Sauf qu'évidemment, avec le cadran solaire, ceux qui connaissent les cadrans solaires savent que, bien que les journées solaires n'ont pas tout à fait la même longueur au cours de l'année, donc il y aurait un décalage avec l'heure donnée absolument régulièrement par nos montres. Voilà la division. Vous avez ici la division avec des noms qui sont basés sur cette division en 12. Alors on indique ici que on est en pleine heure Z, là on est au début de l'heure Z, là on est en pleine heure Z, etc. Vous voyez, on dit toujours début et fin de l'heure. Chacune des 12 heures est divisée en 2, ce qui fait qu'on arrive à 24 divisions égales. Et puis il y a aussi des traditions un peu perdues. Par exemple, vous avez à Xi'an, vous avez un cadran solaire à la mosquée de Xi'an qui est extrêmement curieux, avec une base en pierre et puis un plateau en pierre tout blanc. À vrai dire, il y a des études qui ont été faites. On n'a pas très bien su reconstituer l'utilisation de ce cadran. Alors voilà, moi j'avais pris une planche, j'ai fait des trous. Là c'est le plan qui est donné par le professeur Chen Tuqing dans un traité chinois consacré au cadran solaire. Et alors moi j'ai pris une planche, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Et puis effectivement, il y a quelque chose, probablement, il devait y avoir des gnomons qui avaient des formes particulières et qui étaient sans doute liées aux heures pétrolières. Donc personne n'a pu reconstituer exactement le fonctionnement. Et on a retrouvé aussi des documents gnomoniques qui montrent qu'il existait des cadrans qui ressemblaient un peu aux cadrans utilisés dans l'Égypte ancienne. En particulier, on a des plans ici d'un cadran. Là, c'est la face supérieure qui correspond à cette face-là. Et puis, vous avez un certain nombre d'indications sur le fonctionnement qui sont ici. Le cycle lunaire est un
intervalle entre deux nouvelles lunes qui a été calculé par les Chinois avec cette valeur-là, durant l'Antiquité, donc, eh bien, est actuellement calculé dans un manuel de l'astronome français Tanjon avec cette valeur-ci. Donc vous voyez qu'on est très très près, ils étaient très très près au XXe siècle, donc ils avaient déterminé avec beaucoup de précision ce cycle. Alors, bien entendu, ces données, ce n'est pas données sous les formes qui sont les formes que nous utilisons maintenant, c'est donné sous forme d'une fraction avec des noms un peu curieux. On suppose que c'était lié à des préoccupations numérologiques. Vous savez, vous avez des noms qui portent malheur, des noms qui portent chance, et tout ça, ça se mélangeait. On avait un mélange à la fois d'exactitude scientifique et de tradition numérologique. Chez nous aussi. Et voilà un exemple de liste des différents calendriers qui ont été utilisés au cours de l'histoire chinoise, parce que ils avaient bien entendu repéré, comme ils faisaient des mesures précises, qu'ils avaient repéré qu'il y avait des mouvements vrais et des mouvements moyens. Le Soleil et la Lune ne se déplacent pas toujours à la même vitesse. Alors, est-ce qu'il faut prendre dans le calendrier le mouvement moyen sur un an, ou est-ce qu'il faut prendre le mouvement vrai que l'on constate? Alors, tout a été essayé. C'est pour ça qu'ils changeaient de calendrier tout le temps. Il y avait toujours un astronome qui après il changeait constamment de calendrier. Alors, on ne va pas donner les règles en détail de détermination du calendrier chinois, règles qui sont toujours utilisées maintenant pour déterminer le nouvel an. Alors là, je vous donne des détails pour les amateurs. On voyait que ça demandait quand même un certain nombre de calculs. On part toujours, la base, c'est toujours le solstice d'hiver, qui est le point fondamental de l'on peut suivre. Du solstice d'hiver, on en déduit la division dans ces 34 périodes. Et puis ensuite, on regarde les mouvements de la Lune. Et alors on dit l'année solaire doit commencer selon un certain nombre de règles. L'année solaire commence toujours, l'année lunaire commence toujours à une nouvelle lune. Et puis ensuite, on vient un certain nombre de règles. Comme ça ne compte pas juste, on est forcé de rajouter de temps en temps un mois intercalé. Et alors là, ça devient très compliqué. Un autre cycle a beaucoup intéressé la civilisation chinoise, c'est le cycle de Jupiter. Jupiter, on le voit bien dans le ciel, c'est un astre extrêmement brillant, et ils ont bien sûr constaté que cet astre brillant ne se déplace pas régulièrement dans le ciel et est constamment sujet à ce qu'on appelle des rétrogradations. C'est-à-dire que sur 12 ans, il va faire le tour complet de la vie céleste, mais avec un chemin extrêmement curieux. Dès qu'il se met à avancer, il s'arrête, il repart en arrière, il s'arrête et il repart dans l'autre direction. Et il va constamment faire ceci dans le ciel. Alors, ça a intrigué énormément les Chinois. Ils ont vu une espèce de signe, le fait qu'il y ait à peu près 12 rétrogradations qui se suivent dans le ciel, et ils ont créé un système extrêmement curieux de numérotation des années. Voilà le même cycle vu par Flammarion au XIXe siècle. Alors ça tombe presque à 12. Vous avez la position selon les années, avec un décalage qui est dû que ça ne tombe pas tout à fait juste. Et puis voilà le calcul de la position de Jupiter, toujours, alors là c'est dans notre civilisation, par un astronome, Petrus Apianus, qui a écrit un magnifique ouvrage d'astronomie qui s'appelle
l'astronomie des Césars. C'est quelque chose qui doit éveiller quelque chose en vous, puisqu'on sait que lorsque Charles Quint s'est retiré du pouvoir, il a demandé à emporter avec lui un exemplaire de l'astronomie des Césars, qui était un des livres d'astronomie les plus magnifiques qui ait jamais été écrit. Énorme livre, avec des planches absolument splendides que l'on pourrait faire tourner de façon à obtenir la position des planètes. Et bien, les Chinois aussi, ça les a intrigués, et voilà une numérotation des années selon la position de Jupiter. On va donner à chaque année un nom qui est lié à une position de Jupiter dans le ciel. Et ce système, cette planche-là, vous voyez, vous pouvez voir l'original sur la table d'exposition. C'est une affiche que j'ai achetée en Chine. C'est toujours utilisé, c'est actuel. Ce n'est pas un document ancien, c'est un document actuel. Et on peut voir que chaque année est liée à précisément un élément et un numéro qui va revenir. Alors, ils vont prendre le cycle de Jupiter de 12 ans multiplié par 5 pour que ce soit divisible par 10, et puis on va avoir un cycle de 60 ans. Et vous avez ici les numéros des différentes années, et c'est extrêmement curieux et très différent de la façon dont nous représentons nos propres années. Les différentes couleurs ici, ce sont la succession des dynastiques, et les dynasties vont se succéder en spirale, la numérotation par la position de Jupiter revenant tous les 60 ans. Ils utilisent aussi, bien entendu, la façon dont nous présentons l'histoire, par le tableau linéaire, mais il y a aussi une représentation cyclique du temps qui est extrêmement caractéristique de la civilisation chinoise et au phénomène astronomique. Et en plus, il y a un autre nombre qui va jouer un très grand rôle, c'est ce nombre 28 qui correspond aux 28 positions de la Lune dans le ciel durant le mois. Et le ciel est divisé en 28 zones qui mystérieusement sont inégales. Et tous les archéologues, historiens de l'astronomie, tant chinois qu'étrangers, eh bien, sont incapables d'expliquer de façon vraiment convaincante pourquoi c'est illégal. Il y a sans doute l'héritage d'observations antiques qui sont maintenant oubliées, perdues. On sait qu'après certains textes que les jours du mois ont reçu des noms qui dépendaient de la position de la Lune dans le ciel, donc la suite des 28 positions de la Lune. Ces divisions sont liées à des étoiles, qui ne sont pas forcément les étoiles les plus brillantes, et l'irrégularité, et en particulier, il y a des symétries dedans qui montrent bien que l'irrégularité de ces lignes est liée à la différence de longueur des saisons. Vous savez que les saisons n'ont pas tout à fait la même longueur, et le phénomène que les temps qui séparent les équinoxes et les solstices ne sont pas égaux, et les Chinois avaient bien vu cette différence. C'est un système que l'on retrouve aussi en Inde. Il y a donc là eu des échanges, probablement il y a 2500 ans, et il n'y a plus d'archives. Ouais, et tout. Les calculs astronomiques étaient faits par des mandarins spécialisés dans ce genre de choses. Vous avez là tant des mandarins coréens que des mandarins chinois ici, c'était la même civilisation. Ils utilisaient les grandes sphères arbitraires et évidemment il y avait un calculateur qui faisait tous les calculs qui étaient liés au calendrier. Et là, ensuite, se trouvait. Il reste des instruments assez remarquables. Ce sont des instruments qui datent du XIIe, XIIIe siècle, en particulier celui-ci, où
la sphère armillaire classique a été en quelque sorte disloquée, puisque tant les notes de Tycho Brahe que les notes d'autres astronomes montrent que la sphère armillaire n'est pas très commode à utiliser, pas très pratique. Il faut rentrer dedans, on est gêné par tous ces cercles. Et ici, Grosjean a inventé un système dans lequel les deux cercles équatorial, donc cercle des ascensions droites et cercle de la mesure des déclinaisons, sont séparés. Et on a ici un des premiers exemples de monture équatoriale qui existe au monde. Et là, vous aviez la mesure azimutale. C'est un instrument tout à fait remarquable, qui se trouve maintenant à Nankin. Une autre façon de mesurer le temps dans laquelle les Chinois ont été innovateurs aussi, c'est la clepsydre. La clepsydre, c'est très simple. Vous ouvrez un robinet et puis vous regardez à quelle hauteur en niveau et vous en trouvez une quantité. Ça, c'est très simple. Dans la réalité, c'est assez difficile à mettre au point parce que la vitesse de l'eau dépend de la pression, donc ça n'est pas régulier et on va utiliser des systèmes à plusieurs phases.